démocratique en Afrique, ou même l'inculture démocratique en Afrique. Et c'est dans cette logique que nous avons initié ici à Lyon cette rencontre sur le thème « La démocratie en Afrique », le cas du Gabon. Le Gabon sera bien évidemment l'axe central de cette rencontre, de cette discussion, même si nous ne manquerons pas d'aborder d'autres questions liées aux mêmes problématiques dans la sous-région. Donc, pour en parler ce soir, nous avons des voix qui comptent dans la diaspora africaine. Et Rostano, je vais passer la parole à Rostano Eloge Mambo qui se chargera de faire un propos introductif. Bonsoir à tous. Et déjà remercier l'initiative des Gabonais de Lyon, de la diaspora et de tous les résistants qui se sont impliqués spontanément. Et de loin, nous assistons aux marches. Nous avons observé pas mal d'activités que vous avez organisées ici. Donc nous tenons déjà à saluer ces initiatives, mais aussi mentionner que cette conférence a le privilège d'avoir des personnalités très éminentes, parce qu'il y a non seulement des chercheurs, et parmi ces chercheurs aussi, il y a des personnalités politiques qui se sont engagées au premier plan au Gabon. Je vais ici aller directement droit au but sur la thématique qui nous réunit ici. J'entends l'alternance démocratique en Afrique, le cas du Gabon. Je vais procéder dans un premier temps à un état de lieu de la démocratie en Afrique francophone. Ensuite, je présenterai les hôtes qui sont ici, qui ont rehaussé de leur présence à cette conférence. Donc le manque d'alternance pacifique est un symptôme qui nourrit la déception à l'égard de l'importation de la démocratie occidentale dans les pays africains. En passant au crible l'histoire sociopolitique du continent, qui n'est plus la même avant et après la colonisation, plusieurs enseignements sont à tirer. Car en dehors de quelques rares cas comme au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, le Sénégal, ou encore autrefois Senghor céda le pouvoir à son premier ministre Abdou Diouf en 1981, ou une année après lorsque Ahidjo donne les rênes du pays à Paul Biya, ou encore plus récemment au Bénin, où Yahi Boni qui a passé le flambeau d'une manière démocratique au réputé homme d'affaires Patrice Talon. L'alternance démocratique ici, c'est le thème qui nous réunit. Et c'est le thème aussi sur lequel le Gabon planche. Parce que nous sommes après la fièvre de la présidentielle, qui a non seulement vu la contestation de l'opposition, mais aussi pas mal de massacres. On peut citer entre autres les odieux événements pour ouvrir la dimension panafricaine, les récents événements au Burundi, au Congo-Brazzaville, les massacres de Poul, plus lointains au Kenya, au Zimbabwe ou en Mauritanie, ou encore ceux qui se dessinent en RDC avec les massacres perpétrés depuis la guerre de 1996 à l'est de la République démocratique du Congo, sans omettre les barbaries avilissantes qui se déroulent chaque jour devant la face du monde, sous le silence coupable et complice de la communauté internationale et des médias africains et occidentaux. J'entends les massacres de Beni et Lubero, près de la frontière de l'Ouganda. Tout ceci nous rappelle plusieurs choses. Que cette triste réalité accablante est bien affectée dans l'Afrique. Les Africains avaient espoir que la lointaine chute du mur de Berlin et la conférence berlinoise de 1885, ou encore le discours historique de la Baule du 20 juin 1990, prononcé par François Mitterrand et écrit, inspiré par le prix Goncourt et Éric Orsena, change aussi quelque chose dans les institutions démocratiques, dans les institutions qui vont assurer la démocratie au Gabon et en Afrique en général. Quels éléments de la démocratie de marché par certains intellectuels avaient été sans doute un peu hâtifs, et aussi il y avait une forme d'espoir, mais cet espoir s'est transformé en désolation. Chaque période de l'histoire africaine est singulièrement marquée par des grands événements. Nous avons encore souvenance des événements après 60, mais aussi des événements de 90, de 93 au Gabon, de 98, de 2005, ou encore récemment de 2009 et de 2016.
Dès le soleil des indépendances, les nouveaux présidents vont instituer le système de parti unique afin de contrôler et de verrouiller leur pays tout en veillant afin de sauver les apparences, organiser les élections que prévoient des constitutions nouvellement conçues ou importées. Dans de telles conditions, soit le transfert du pouvoir se faisait par l'intermédiaire des coups d'État, souvent dans le sang, soit on assistait à des autosuccessions pacifiques en présence de leaders forts, dans des cas plus forts, dans des cas plus, notamment le Gabon, le Cameroun, le Sénégal ou en Tunisie. Il faut noter que cet autoritarisme n'est pas pour déplaire aux partenaires commerciaux des démocraties riches occidentales, car il confère une certaine forme de stabilité. On se souvient par exemple de l'amitié d'un George Bush senior ou d'un Jacques Chirac pour ce qu'il qualifiait comme les grands démocrates, l'empereur Bokassa et le Mobutu. Dans le contexte de la France-Afrique, cette stabilité autoritaire permet d'ailleurs de faciliter les systèmes de financement occulte de partis politiques en France. Les amis des démocraties vont même intervenir quand l'autorité sera légitimement contestée au nom de l'alternance. Tous ces faits historiques apportent des éléments qui se superposent pour finalement expliquer la situation actuelle. Le panel de cette conférence a la richesse de réunir aux aspects d'exemples emblématiques du retard criard de l'allumage d'une alternance démocratique pacifique, réglementée dans les règles de l'art. L'un de ces aspects est que les intervenants sont issus des pays de l'Afrique centrale, qui composaient le vieux empire Congo, muet sous l'impérialisme colonial français et belge, représentant majeur de l'Union européenne, comme espace de l'Afrique équatoriale française et le Congo belge, qui deviendront le Gabon, puis Zaïre et RDC. Le deuxième aspect de cette conférence est qu'elle a l'aplomb de réunir deux chercheurs, hommes et femmes politiques gabonais, qui ont navigué autrefois dans les eaux troubles d'un système politique qu'ils connaissent pour l'avoir apprivoisé et analysé. Je donne la référence du livre du Dr Laurence Ndong, Gabon, pourquoi j'accuse, publié le 8 mars 2016, et qu'ils combattent aujourd'hui avec la plus grande énergie, pour ne pas les citer, le Dr Séraphin Moununga, docteur en droit public, ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'éducation, de la formation professionnelle et de sport, sous l'ère d'Ali Bongo, qui a démissionné avec fracas après l'élection présidentielle du 27 août dernier de son poste de vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui a pris à bras le corps l'espoir, le courage de dire non, trop c'est trop, ça suffit comme ça. Mais aussi le docteur Laurence Ndong, docteur en didactique des sciences, enseignante-chercheuse, membre de la société civile de la coalition panafricaine et internationale Tournons la page, et du mouvement gabonais, ça suffit comme ça, ancienne figure de proue aussi de la Fédération de France, la section France, le PDG, qui a démissionné pour sa part depuis 2012 pour se muer en héros des aspirations du peuple, défenseur et porte-étendard de l'alternance démocratique dans la diaspora gabonaise de France et d'Europe. Rôle majeur qui a emmené le président élu du Gabon, M. Jean-Ping, à la consacrer comme son porte-parole avec mandat officiel. Tout ceci, bien entendu, sous le regard averti de M. Jean-Noël Mabiala, enseignant-chercheur, coordinateur du dispositif d'appel à projet à l'Université Lumière Lyon 2, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Du Congo-Brazzaville, pardon. Le décor est ici planté. Je pense qu'il est plus urgent de passer la parole aux intervenants qui vont non seulement communiquer sur la thématique centrale qui est l'alternance démocratique en Afrique, le cas du Gabon, mais qui vont aussi nous partager des cas d'école, des cas de citoyenneté, parce que le rendez-vous est aussi citoyen au-delà de la politique. Je vais passer la parole d'abord à son Excellence, Monsieur le Ministre. Bien, merci de m'avoir passé la parole. Je voudrais d'abord remercier toutes les sœurs et tous les frères qui sont arrivés ce soir pour que nous échangions ensemble sur la thématique qui a été retenue par les organisateurs de cette soirée, organisateurs que nous félicitons au passage au regard de l'initiative prise et de la pertinence du thème choisi,
thème consacré à la démocratie en Afrique et en particularité le cas du Gabon. Je voudrais, dès le départ, indiquer qu'il s'agit pour moi d'un échange et non pas d'un enseignement, d'une conférence en tant que telle. Il s'agira d'échanger sur cette thématique et on se passera de revenir sur l'historique du processus balbutiant et même un processus de temps en temps qui connaît un ensemble de syncopes, processus de démocratisation en Afrique, étant entendu qu'il y a une importante littérature déjà en la matière, comme venait de le rappeler tout à l'heure le maître de cérémonie, faisant référence par ailleurs au discours de la Bol. Nous allons faire l'économie de tout cela et bien sûr, je ne m'attarderai pas sur les différentes élections politiques qui ont eu lieu ou en Afrique ou au Gabon pour se consacrer un peu spécialement sur le cas sui generis, unique à son genre, que constitue l'élection présidentielle de 2016 au Gabon. Élection présidentielle qui est unique en son genre, étant entendu que cette élection présidentielle a donné lieu à l'installation de ce qu'il est convenu d'appeler une junte politico-militaire à l'issue d'un processus qu'il faut qualifier de putsch électoral, d'un coup d'État militaro-politique qui a amené à installer à la tête du pays cette junte politico-militaire dont les effets sont particulièrement dévastateurs. Dévastateurs en République gabonaise, mais dévastateurs également sur le plan international, parce que non seulement il y a l'exercice de la souveraineté populaire qui est refusé en République gabonaise, mais également s'ajoute la négation du droit international et même le questionnement particulier des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est pour cela que, pour introduire cet échange, je pensais qu'il était bon, dans un premier temps, de rappeler les grands moments de ce coup d'État politico-militaire contre la démocratie et contre la souveraineté populaire du peuple gabonais. Et bien sûr, pour terminer dans une seconde partie, à essayer de démontrer comment le droit international est désormais très interrogé par ce qui se passe au Gabon et comment les droits fondamentaux de la personne humaine sont un processus de négation dans notre pays. Je suis satisfait qu'à côté de nous, il y ait un frère d'un pays voisin qui participe également comme conférencier à cet échange et nous le remercions. Nous le remercions d'avoir aussi accepté de venir échanger sur cette question qui concerne certes l'Afrique centrale, mais concerne en priorité le Gabon et le peuple gabonais. D'abord, l'installation de la junte politico-militaire et les effets sur le Gabon, sur la paix, la sécurité et la démocratie au Gabon. Ce processus d'installation de cette junte, je ne vais pas revenir sur les préparatifs des élections, puisque ces préparatifs ne pouvaient pas nous permettre de prévenir qu'on en serait arrivé là. Étant entendu qu'on le veuille pas, les lois électorales au Gabon sont de bonnes lois électorales. Nous avons une loi électorale qui est particulièrement démocratique, où les dispositions ne fût-ce qu'en au-delà de la biométrie, mais les dispositions consistant, d'une part, à faire en sorte que nous puissions voter, que chaque électeur puisse voter avec 2 enveloppes à coller. Une enveloppe destinée au bulletin pour le candidat qu'on a choisi et une autre enveloppe destinée à jouer le rôle de poubelle pour mettre les bulletins des candidats qu'on n'a pas choisis, est une première garantie réelle de l'exercice démocratique du libre choix du citoyen. Parce que par le passé, il était possible d'exiger d'un électeur de vous rapporter les bulletins des candidats qu'il n'a pas choisis pour apporter la preuve qu'il n'a pas voté ces candidats-là. Et les électeurs n'avaient qu'une seule possibilité, c'est simplement essayer de voter blanc
pour ramener tous les bulletins et les montrer à la personne avec laquelle on avait un contrat particulier, rien que les bulletins de ses adversaires. Aujourd'hui, au regard de la législation électorale gabonaise, cela n'est plus possible. Donc c'est une garantie d'exercice de la liberté d'expression par le vote qui était garantie pour les citoyens gabonais. Et ce modèle d'enveloppe à coller n'existe quasiment pas dans le monde, en dehors du Gabon. Deuxième garantie, c'est que la législation électorale gabonaise fait en sorte que dès que le vote est terminé et que le dépouillement est effectué publiquement en présence des électeurs qui désirent bien y rester, les procès-verbaux sont remplis, séance tenante, en autant d'exemplaires qu'il y a des candidats et en autant d'exemplaires qu'il y a les destinataires dans le processus d'organisation et de proclamation des résultats. Au point où, lorsque chaque bureau de vote termine, le représentant de chaque candidat dispose immédiatement et en public d'une copie originale du bulletin, plutôt d'une copie originale du procès verbal. Ce qui garantit la transmission des résultats aux différents candidats par le biais de leurs représentants de façon fiable. Mais hélas, lorsque l'on est habité par le diable, toutes les garanties qu'on peut mettre en place volent en éclats. Ça, c'était à titre préliminaire. Maintenant, ce processus électoral organisé comme tel nous amène à un processus de transmission de résultats, bureau de vote par bureau de vote, vers les commissions locales, provinciales, nationales, électorales, et puis qu'on puisse nous dire, non, il y aurait eu tripatouillage. Accusation de fraude venant du candidat Jean Ping, accusant Ali Bongo Ondimba qui a eu fraude au niveau de la province du Haut-Togo, mais accusation également de fraude venant curieusement d'un pouvoir accusant l'opposition d'avoir organisé la fraude, alors même que tout pouvoir a pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens, également assurer la sécurité et la sincérité des votes. Et qu'on puisse demander au ministre de la Justice d'aller à la télévision, aller annoncer que la transmission des résultats par voie électronique de l'intérieur du pays vers la commission électorale a fait l'objet d'un piratage pareil à cœur, de surcroît ivoirien, donc africain comme nous tous, et qui serait un champion en informatique capable de trafiquer informatiquement des résultats qui ne sont pas transmis informatiquement. Et le ministre de la Justice étant à l'époque votre humble serviteur, j'avais le choix entre aller faire cette annonce et paraître ridicule même devant mes enfants qui connaissent mieux les outils informatiques que moi, paraître ridicule vis-à-vis de la communauté nationale et internationale et surtout ridiculiser le Gabon, ainsi que l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, qu'au Gabon, des documents papier remplis manuellement, transmis de la main à la main, peuvent faire l'objet d'un piratage informatique. À la limite, on aurait même pu croire que le piratage informatique aurait pu exister avant que l'informatique ne soit inventée. Première situation du processus d'installation et d'organisation d'abord du coup d'État politico-militaire. Cela n'ayant pas été fait, nous avions pensé qu'il fallait non seulement convaincre de la nécessité qu'il ne peut pas y avoir trafic, plutôt piratage des résultats non transmis informatiquement, mais encore, nous avions proposé au président Ali Bongo Ondimba d'accepter qu'on puisse procéder à un comptage transparent devant témoins, témoins observateurs internationaux de l'Union africaine, témoins représentant l'opposition et représentant la majorité, de sorte que les accusations croisées de fraude ne puissent pas donner lieu à une contestation de nature à compromettre la paix et la sécurité, paix qui demeurait pour le moment un peu la caractéristique principale du Gabon. Au regard de tout ce qui se passe partout en Afrique subsaharienne,
au moins on disait au Gabon, il y a des problèmes, mais il y a au moins quelque chose de précieux, c'est au moins les gens vivent en paix. Et que cette paix, s'il est menacée, c'est malheureusement la dernière chose qui restait pour le Gabon, pour les Gabonaises et les Gabonais, qu'on était en train de vouloir compromettre parce qu'il faut penser qu'il y aurait un cas. Ce comptage transparent a été refusé au prétexte que ce comptage transparent serait illégal, en dépit du fait qu'on ait expliqué que ce qui est illégal, c'est ce qui est interdit par la loi lorsqu'on viole cette interdiction, et que ce qui n'est pas prévu expressément par la loi, dans le silence de la loi, on peut le faire, puisque la loi de notre pays n'exigeant pas un comptage ou un recomptage, dès l'instant où ça ne l'exige pas, mais nous avons les dispositions de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, qui fait l'objet d'une référence dans le préambule de la Constitution gabonaise. Et dès l'instant où le préambule de la Constitution gabonaise fait référence aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette référence et le préambule de la Constitution, plus les autres références contenues dans ce préambule, constituent ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. Et à partir de ce moment, cet article 5 dit clairement que la loi ne peut interdire que ce qui peut nuire à la société. Et au deuxième alinéa, ajoute, on ne peut empêcher rien que ce qui est interdit par la loi. On a expliqué tout cela au président Ali, entouré de quelques fondamentalistes politiques, qui, en raison de l'inexpérience politique, pensent que, parce qu'on est en politique, on peut se permettre tout, quitte à mettre en péril la paix et la sécurité au Gabon, la paix et la sécurité des Gabonaises et des Gabonais. Ceux-là ayant eu raison sur M. Ali Bongo Ondimba, nous avions pensé qu'il n'était pas normal, il n'était pas possible d'accepter, de participer à ce qui pourrait arriver le lendemain, parce que lorsque ce problème était posé, nous étions le 30 août, mardi 30 août, et les résultats ont été publiés le 31 août, mercredi, sans le recomptage transparent. Et comme vous avez tous constaté, comme nous l'avions tous constaté, comme nous l'avions tous subi, le Gabon a implosé. Il y a eu une émeute indescriptible que le Gabon n'a jamais connue. Réprimé pour se déclarer compétent et essayer d'aller maintenant rechercher à régler le problème au-delà de la province qui a été citée. Ce qui a amené la fameuse Cour constitutionnelle dont on présageait ce qu'elle ferait, et je vous le dirai pourquoi, de dénuler 21 bureaux de vote sur le siège du 2e arrondissement de Libreville, là où M. Jean Ping a eu des suffrages particulièrement abondants, parce qu'en réduisant le taux de participation truqué du Haut-Ogoué, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, il fallait contrebalancer par l'annulation des suffrages du côté de M. Jean Ping et maintenir à cet effet une majorité mécanique, une majorité juridictionnelle et non plus populaire en faveur de M. Ali Bongo Ondimba. Après, bien sûr, que la présidente elle-même de la Cour constitutionnelle soit passée dans Jeune Afrique, annoncer que vous ne pouvez pas être surpris, la Cour ne peut pas inverser les résultats. Je ne sais pas si en caricaturant, j'ai pu lire ce que tous les autres ont lu. Mais c'est ce que j'ai dû comprendre. Je l'ai compris d'autant mieux que j'avais écrit le 4 septembre, donc quasiment 19 jours avant que la Cour ne se prononce. J'avais dit, faites attention, la Cour constitutionnelle, la Sénat et le ministère de l'Intérieur risquent de s'organiser pour faire croire que les procès-verbaux originels détenus par l'opposition et venant des bureaux de vote seraient plutôt taxés d'être des procès-verbaux faux, et que les vrais faux ou les faux vrais qu'on fabriquerait entre-temps seraient alors présentés comme étant des vrais. Je l'ai écrit
je l'ai annoncé et je l'ai publié sur ma page Facebook pour prendre tout le monde à témoin. Et j'ai même ajouté que si le recomptage transparent était accepté, il fallait déjà faire venir de l'intérieur du pays les représentants qui étaient dans les bureaux de vote avec leur carte d'identité nationale, de sorte qu'on confronte la signature sur la carte d'identité des signatures sur les procès-verbaux qui seront produits entre-temps, et là, le manège devrait être facilement découvert. Et comme ils étaient déjà au courant de tout ça, ils se sont arrangés pour ne pas tenir compte de la demande souveraine du peuple gabonais de recomptage. Même si on ne prenait pas en compte la demande de M. Jean-Ping, mais qu'on prenne au moins en compte la demande du peuple souverain, parce que tout juge est censé rendre justice au nom du peuple gabonais pour ce qui est du Gabon, du peuple congolais pour ce qui est du Congo, du peuple français pour ce qui est de la France. Ce n'est pas le cas. La Cour constitutionnelle s'est érigée et on entend les gens dire la décision souveraine de la Cour constitutionnelle. Mais une décision ne peut être souveraine que lorsqu'elle est l'émanation d'un souverain ou l'émanation d'un représentant choisi par le peuple souverain. Et en l'espèce, les magistrats qui ont une compétence qui leur est accordée et qui rendent la justice au nom du peuple gabonais, ne peuvent la rendre au nom du peuple gabonais que si les lois et règlements de la République sont respectés, que si la demande populaire est respectée. Et en l'espèce, la demande populaire, c'est un recomptage transparent. Et vous avez constaté que dans la décision de la Cour, y compris dans le rapport du rapporteur, ils n'ont pas fait allusion à la question si oui ou non on doit compter. Si on doit recompter, alors on recompte. Mais si on ne recompte pas, qu'on dise au moins dans la Constitution de la République ce qui interdirait ce recomptage. Ils n'ont rien dit parce que la question leur était particulièrement embarrassante. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons au Gabon. La Cour constitutionnelle s'est arrangée pour créer une situation sui generis. Désigner un président de la République en dehors de la volonté populaire, qui s'appelle M. Ali Bongo Diba, mais qui en réalité n'est pas le chef de l'État. Parce que pour être chef d'un État, il faut réunir sous sa maîtrise les deux éléments constitutifs de l'État, que sont le territoire et la population. Il a la maîtrise du territoire, la maîtrise militaire du territoire, militaire renforcée par les mercenaires, mais n'a pas la maîtrise du peuple gabonais. Et M. Ping, dans cette situation qui est une conséquence de la décision unique de la Cour constitutionnelle, M. Jean Ping a la maîtrise du peuple gabonais, mais n'a pas la maîtrise, faute d'armée, du territoire gabonais. Alors, qui représente le Gabon? On a été un peu heureux de constater que ni l'un ni l'autre, personne n'a pu se rendre au dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé. Par la faute d'une Cour constitutionnelle qui croit qu'elle n'est pas là pour simplement dire le droit, qui croit qu'elle est là pour devenir une sorte de faiseur de roi. Cette situation a eu pour conséquence fondamentale, d'une part, le questionnement du droit international. Questionnement du droit international à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'application de bonne foi des traités. Le principe pacta sunt servanda n'a pas été pris en compte par les autorités gabonaises, qui ont signé un protocole d'accord avec l'Union européenne pour envoyer les observateurs de l'Union européenne. Le protocole d'accord, c'est un traité international signé par un État et une organisation internationale. Et dans ce protocole d'accord, il est écrit clairement que les observateurs de l'Union européenne doivent avoir accès aux administrations et aux données durant tout le processus électoral, donc jusqu'à la proclamation. Ils n'ont pas eu accès, un accès suffisant aux administrations chargées des élections. Ils n'ont pas eu accès aux données. Et tous, vous avez suivi ce qui est dit à cet effet. On pourra revenir dans le détail tout à l'heure s'il y a quelques questions.
Plus grave, ils n'ont pas eu accès à la Cour constitutionnelle parce qu'avant que la Cour constitutionnelle même n'examine les situations, les observateurs de la Cour constitutionnelle ont été menacés et ont dû fuir du Gabon. On en reviendra tout à l'heure. Le deuxième questionnement du droit international, c'est que l'Union européenne et le Gabon sont liés non pas par un accord bilatéral, seulement qu'est l'accord ad hoc du protocole d'accord pour la circonstance des élections. Mais le Gabon est lié à l'Union européenne dans le cadre des ACP et de l'Union européenne. Et dans le cas des ACPIE, nous sommes liés par l'accord de Cotonou qui contient en son sein une conditionnalité politique. Cette conditionnalité politique fait en sorte que les droits de l'homme, l'état des droits et la démocratie, ce sont des clauses éléments essentiels, lesquelles clauses, lorsqu'elles ne sont pas respectées, entraînent immédiatement des sanctions. Et malheureusement, le Gabon ne l'a pas respecté cela. Mais plus grave, il y a la négation des droits de l'homme au Gabon. Tous les droits individuels, principalement. On va en énumérer tout à l'heure. Mais lorsqu'on vient bombarder des gens civils avec des avions militaires, des hélicoptères militaires, lorsqu'on rentre dans les maisons de gens, de nuit comme de jour, procéder à des enlèvements, là où la loi et tous les textes du monde disent que les perquisitions, ne fût-ce que la simple perquisition, on ne peut la faire pour violer le domicile de quelqu'un que de jour, même si c'est en procédure judiciaire, et qu'on doit le faire exclusivement en procédure judiciaire et non pas autrement. Tout ça, ce n'est pas respecté. Ensuite, les exécutions sommaires. Le commandant Agaya, exécuté dans son domicile, parce qu'il ne chantait pas les louanges. Robert Sonnet, exécuté à son domicile. Un homme d'affaires. Des personnalités de l'opposition, des ONG, des syndicats, enlevés dans leur maison, déportés et portés disparus jusqu'à ce jour, ou emprisonnés, comme le député Bertrand Zibi, par le simple fait qu'il a décidé de démissionner. Mais mon vieux, on n'a même plus la liberté de démissionner. Moi, je ne parle pas de mon cas. Celui-là, il n'est pas si grave. Je savais le jour où je démissionnais à quoi je m'exposais. Je savais le jour où je contredisais M. Ali Bongo Ondimba à quoi je m'exposais. Mais je l'ai fait parce que ma vie ne compte pas plus que celle de tout un peuple. Et que les privilèges personnels ne peuvent pas me faire oublier qu'il est bon plutôt de privilégier le peuple là où le peuple est menacé. Je ne vais pas être suffisamment long. Tout à l'heure, on peut aller en détail dans les questions. Je voudrais m'arrêter là et simplement pour dire que on était appelé à conclure, on devrait simplement se poser la question aujourd'hui de savoir, devant la situation particulièrement grave, de négation de la souveraineté d'un peuple, mais également de négation du droit international et des droits fondamentaux de la personne humaine, est-ce que le peuple souverain gabonais ne devrait pas travailler de concert avec la communauté internationale, de sorte que chacun puisse trouver son compte, le compte du peuple gabonais qui verrait sa souveraineté restaurée d'une façon comme d'une autre. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de l'ONG Unité, qui est mon nouveau cadre de réflexion et d'action. Mais la communauté internationale aussi aurait tout à gagner à faire triompher le droit international, et particulièrement l'Union européenne. Après avoir été pourchassés comme l'ont été ces observateurs internationaux par un régime tortionnaire au Gabon, dans quel autre pays les observateurs de l'Union européenne auraient encore la crédibilité d'y aller sans être pourchassés? Est-ce que nous tous, nous n'avions pas intérêt de tous les côtés de nous battre pour que le droit triomphe, que les droits de l'homme soient préservés, que la paix, la sécurité et la démocratie puissent régner au Gabon en Afrique? C'est sur ce questionnement que je termine ce propos. Je vous remercie. Alors, après cette intervention du docteur Mounonga,
nous allons passer la parole au docteur Madiala, qui est, comme l'a dit Rostano, est docteur en linguistique, en sciences du langage, enseignant-chercheur à l'Université Lumière de Lyon 2, qui va... je demande à ce que les propos soient limités dans un temps raisonnable, 20 minutes à peu près, entre un quart d'heure et 20 minutes, parce que nous aurons le temps d'échanger avec le public après. Merci. Merci de me donner la parole à la suite de l'exposé de notre frère et ancien ministre qui nous a largement éclairé sur le mécanisme du hold-up électoral au Gabon et surtout sur c'est un regard de l'intérieur du processus, mais c'est aussi un regard de technicien, de la maîtrise d'ailleurs du processus au niveau international. Je n'ai pas besoin de faire une autre introduction après ça. Je vais aller droit en tout cas à ma contribution dans le débat d'aujourd'hui. La situation démocratique en Afrique est aujourd'hui cristallisée autour justement de la situation de l'Afrique centrale. Et pour cause. Je ne reviendrai pas dans l'histoire pour voir le processus des indépendances, justement. Quelle particularité il y a eu entre les indépendances en Afrique centrale et les indépendances en Afrique de l'Ouest. Tout ça, ça nous donne matière à réflexion. Mais je vais rapidement balayer la situation démocratique globale en Afrique de l'Ouest, la situation en Afrique centrale, les relations particulières entre les trois États, j'allais presque dire phares de l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique. C'est très intéressant de voir cette trilogie, comment les choses sont imbriquées pour mieux comprendre un peu comment les choses se passent aujourd'hui, comment elles risquent de se passer demain, et peut-être qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mener ce combat ensemble. Voilà un peu sur quoi je voudrais me concentrer. L'Afrique a une particularité, quand on parle de démocratie, il y a une sorte de paradoxe. Comme vous le savez, l'Afrique nous a donné Mandela, une grande figure de la tolérance, une grande figure politique mondiale. Et Dieu seul sait que Mandela n'a presque pas d'égal aujourd'hui sur la scène mondiale dans son parcours et dans l'achèvement de son œuvre. Donc l'Afrique nous a donné Mandela, mais l'Afrique nous a donné Mugabe qui est encore là. Et c'est ça le paradoxe quand on parle justement de démocratie en Afrique. Et des exemples, il y en a des milliers comme ça. Je n'ai pas envie de vous parler du plus récent en Afrique de l'Ouest, entre le président béninois aujourd'hui à côté du président togolais. Et ça peut remontrer entre Kérékou et Yadema, qui les deux ont été dictateurs, mais l'autre a eu un processus d'ouvrir son pays et de permettre la transition. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça sur lesquels je ne peux pas m'attarder, mais c'est intéressant d'avoir cette vision d'ensemble. C'est intéressant d'avoir aussi le regard qu'on a aujourd'hui sur la crise démocratique. Il y a au moins 3 caractéristiques à la situation aujourd'hui de l'Afrique. 3 grandes caractéristiques. Vous avez la velléité de dynastie, donc un régime, un homme qui tient à passer le témoin à son fils. Donc, je ne vous cite pas des cas. Vous avez le Togo, le Gabon aujourd'hui et le Congo. Donc, velléité de dynastie, première caractéristique. Deuxième caractéristique, cette tendance à vouloir ériger des hommes en dieux sur terre. C'est la personnification du pouvoir. Voilà. Et ça c'est ce qui donne, c'est ce qui se traduit par la technique de tripatouillage électoral. Ce que le ministre vient de décrire, cette technique-là, elle est rodée. On va voir comment justement le Congo l'a initié. Et vous avez la troisième caractéristique,
c'est l'organisation même du coup d'État électoral. Là où au Gabon nous avons une junte politico-militaire, comme le disait Monsieur le ministre, aujourd'hui au Congo nous avons ce qu'on appelle, ce que Claudine Monari, une candidate à la dernière élection présidentielle, a appelé un régime de criminels en bande organisée. Voilà. Donc au Congo, nous avons un régime de criminels en bande organisée. Au Gabon, nous avons une junte politico-militaire. Voilà. Trois grandes caractéristiques. Alors, vite fait, et c'est très important. Je crois que moi, je vais faire dans la comparaison pour qu'on soit constructif dans cet échange. Monsieur le ministre a cité, j'ai noté 8 points pour décrire la situation d'aujourd'hui. Après le hold-up électoral, où on en est aujourd'hui? On a l'emploi des armes de guerre, je cite pêle-mêle. L'emploi des armes de guerre au Congo, c'est avec hélicoptère qu'on tire sur les populations. On a la disparition des populations. Au Congo, c'est depuis 1998 qu'on parle de plus de 300 personnes disparues. Et on n'a jamais rendu compte, figurez-vous, jamais rendu compte. Et mieux, en 1977, au Congo, il y a eu un crime politique en 1977. 3 hautes personnalités du pays. Un ancien président, Massamba Deba, un président en exercice, Marien Gouabi, et un évêque, un cardinal, Émile Biayenda, tués en une semaine. L'un des 3, le corps de l'un des 3 n'a jamais été trouvé. Le corps de Massamba Deba, ancien président, le corps n'a jamais été trouvé, monsieur le ministre. Nous parlons de disparition de Congolais, de personnes. Le Congo pratique ça depuis plus de 40 ans bientôt. La disparition, sans que personne ne rende compte. Personne. Troisième élément, on parle du recours à la Cour pénale internationale. C'est le Gabon qui fait appel. Le Congo, c'est peut-être plutôt les défenseurs des droits de l'homme qui aimeraient traduire ça à la CPI. Donc encore une caractéristique commune. Le recours aux mercenaires, c'est pratiqué au Congo depuis. La complicité de la Cour constitutionnelle, c'est connu au Congo. Les vrais faux procès-verbaux, c'est connu au Congo. La demande de recomptage, nous l'avons faite aussi. La sortie de l'état de droit. Nous ne sommes plus en état de droit. Le Congo connaît la situation. Voilà. Ça, c'est par rapport aux comparaisons pour voir qu'est-ce que justement ces pays ont en commun. Je continue dans le questionnement. Et pour aller au-delà justement de commenter l'actualité ou les faits, j'ai 2-3 questions que j'aimerais me poser et que je vous laisserai peut-être nous reposer pour qu'on nourrisse le débat. D'abord, qu'est-ce que les différentes crises aujourd'hui ont en commun entre le Congo, la RDC et le Gabon? Je vous ai donné quelques éléments des 3 principales caractéristiques de ces situations. Ce qu'elles ont en commun, ces situations, c'est surtout qu'il y a un président qui a initié le système, qui a initié le processus. C'est Sassou Nguesso qui a initié le processus. Vous connaissez tous, je crois que Ali a repris ce slogan, un coup KO. Donc, le slogan un coup KO, c'est Sassou Nguesso qui l'a initié. Et depuis justement la nuit des temps presse, ils avaient pour slogan, un président ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est un des éléments. Pourquoi je fais cette comparaison? C'est pour que hier, et ça c'est encore un point important, nous avons tous été, surtout au niveau universitaire ici, on a eu des collègues, des amis justement des différents pays. Sans remonter à la période coloniale où Brazzaville était le grand centre universitaire de l'Afrique centrale. Ce qui fait que les cadres se connaissent, les cadres ont partagé l'intelligence ensemble, et ce phénomène-là, pour nous, les jeunes cadres, c'est plutôt à l'étranger qu'on rencontre. Donc, je fais cette comparaison pour que justement, nous trouvions à la fin de cet échange, ou peut-être par la suite, les raisons de combattre ensemble ces systèmes. Donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun, je vous évoquais. Une deuxième question qui peut être intéressante, c'est le lien entre la démocratie et l'identité nationale. Quel lien il peut y avoir? Quel est l'intérêt de creuser le lien entre ces deux concepts? Voilà. Parce que on peut penser que la problématique gabonaise, c'est propre aux Gabonais,
la thématique congolaise propre aux Congolais. Et hier déjà nous étions dans cette configuration sectaire de se regarder en chaîne de faïence en quelque sorte. Aujourd'hui, peut-être que cette crise doit nous amener à nous regarder d'abord en tant qu'Africains et pour les trois pays, d'abord en tant que Bantou. Nous avons quelque chose en commun de ce point de vue-là. Je ne vais pas citer l'exemple de Sisiba qui est critiquable aujourd'hui, mais le projet n'était pas mauvais au départ, monsieur le ministre. Donc voilà, donc, nous avons ça en commun et si ce malheur aujourd'hui nous le partageons, il faut peut-être que nous méditions fondamentalement pour mener le combat ensemble. C'est pour ça que moi je mets sur la table la discussion du lien entre la démocratie et l'identité culturelle et l'identité de façon globale, l'identité nationale et aussi l'identité culturelle. Parce que moi je suis linguiste, vous l'avez entendu, pour moi on a un phénomène qu'on appelle le continuum linguistique. Le continuum linguistique fait que de la côte de Pointe-Noire jusqu'à l'est, jusqu'à la frontière du Rwanda, jusqu'au Rwanda d'ailleurs, il y a une continuité d'intercompréhension. C'est-à-dire que chaque ethnie communique avec l'ethnie voisine et il n'y a pas de rupture. C'est ce qui fait la parenté linguistique et la parenté ethnique du monde bantou. Donc nous sommes parents. C'est scientifiquement démontré. Ne restons pas enfermés dans nos frontières qu'on utilise pour mieux nous manipuler. C'est pour ça que cette question est intéressante. Je ne peux pas l'approfondir plus. L'autre question qui peut être intéressante aussi, c'est le rapport entre démocratie et développement. Quel lien il y a? Est-ce que le sous-développement est un terreau de dictature? Vous voyez? Est-ce que le sous-développement mental, ce que j'appellerais le crétinisme, le fait justement de produire des crétins, des gens qui ne font pas l'effort de réfléchir, est-ce que ce n'est pas justement sur ce terreau-là qu'on pousse d'abord l'ignorance, mais aussi le fanatisme? C'est le fanatisme qui aboutit à l'idolâtrie, et l'idolâtrie nous donne, on encense, Voilà, les dictateurs aujourd'hui ne vivent que parce qu'ils sont encensés, parce qu'ils ont une cour qui ne peut pas, qui prétend ne pas vivre demain sans ces dictateurs-là. Et ça, c'est important. Ne visons pas seulement Bongo, ne visons pas seulement Fassou, mais regardons sur quel terreau ils poussent ces dictateurs. Donc, c'est pour ça que j'introduis la question du lien entre démocratie et développement, entre développement et sous-développement ou mal-développement, et ignorance, et dictature, etc. etc. Voilà. C'est des questions qu'on n'aura peut-être pas le temps de développer. Moi, je les évoque pour ne pas faire une conférence, comme justement a dit le monsieur le ministre, je posais plutôt lancer quelques questions. Et je terminerai par une réflexion par rapport à la suite. Qu'est-ce qu'on peut envisager à partir d'aujourd'hui? Une fois que nous connaissons tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut envisager? Quelle source d'espoir il peut y avoir? Je pense qu'il y a une source d'espoir. Je la vois dans deux leviers. Le premier, c'est la liberté. Nous sommes libres aujourd'hui, chers amis. Nous sommes libres, au moins nous ici, mais aussi nos amis, nos parents au pays. Ils sont libres, les jeunes sont libres. Il faut voir comment ils s'expriment dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce que les dictateurs n'arrivent plus à contrôler. Ils coupent Internet, mais vous savez, et là, pour une fois, j'allais presque dire, on apprécie les frontières que nous ont léguées les colons. À Brazzaville, quand on coupe Internet, il suffit d'avoir la puce de Kinshasa, on communique. Et ça, c'est un phénomène qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ça, à mon avis, la révolution numérique est une source, est un levier que nous devons exploiter au maximum. Ça, c'est pour moi la première source d'espoir. La deuxième source d'espoir, c'est ce que j'appellerais le moule de l'Africain de demain. D'où sort le moule de l'Africain d'aujourd'hui et de demain? D'où sortira-t-il? Il y a trois structures importantes et peut-être que les dictateurs ne maîtrisent pas. Ils maîtrisent. Je vais vous donner un exemple avant de vous donner ces éléments. Sassou Nguesso règne depuis 40 ans. En 40 ans de règne, figurez-vous qu'il n'a mis les pieds à l'université qu'une fois et il y a à peine un an. Jamais il n'a mis les pieds à l'université. Son slogan, c'était aux universitaires de venir ramper chez lui. Ce qu'il y a derrière, c'est la volonté de détruire la source du savoir. Voyez? Et donc pour moi, l'avenir de l'Africain, le moule de l'Africain de demain, c'est l'école.
L'école nous a apporté le savoir, mais surtout, l'école nous a permis de nous rencontrer. Regardez, je ne maîtrise pas le nom des régions du Gabon, mais nous avons tous rencontré des gens de différentes régions grâce à l'école. Si ce n'est pas à l'école primaire, ça sera au collège, ça sera au lycée, ça sera à l'université. Si ce n'est pas vous qui allez à l'école, si ce n'est pas l'ethnie qui va, l'autre ethnie qui va vers vous, c'est l'État même qui vous envoie les administrateurs, les infirmiers, les professeurs d'autres ethnies dans vos villages. Voilà pourquoi l'école est un moule de fabrication de l'unité nationale. Après l'école, il y a le quartier. Nous avons vécu dans des quartiers mixtes. Des quartiers mixtes qui nous ont permis de nous rencontrer, de nous mélanger, de nous apprivoiser. Parce que la haine de l'autre est due à l'ignorance. Quand on se connaît, on se comprend mieux et on ne se craint plus. Donc le quartier mixte, et je sais que le Gabon a cette particularité de cette mixité que les autres pays, RDC et Congo-Brazzaville surtout, n'ont pas eu dès le départ. Donc le quartier mixte, c'est un facteur important. Et le dernier élément qui me fait moi espérer que l'Africain de demain, le Gabonais de demain, le Congolais de demain sera à la hauteur de l'enjeu, c'est le mariage mixte. Le mariage mixte entre différentes ethnies, c'est des phénomènes qui vous paraissent comme ça, d'une certaine banalité, mais c'est fondamental, chers amis, dans notre construction. Au Congo-Brazzaville, on a eu en 93-94 une guerre civile où on demandait aux gens, aux enfants issus de couples mixtes, aux parents, de renier leurs enfants ou de renier leur épouse. Ce phénomène-là a laissé des traces douloureuses auprès de ces enfants-là. Donc, voilà pour moi les sources d'espoir qui montrent que demain, si nous prenons conscience de ces ressorts-là, nous pouvons nous battre pour défendre notre liberté, pour défendre notre aspiration au changement. Quelle piste de travail ensemble demain? Je termine par là. Vous avez tous entendu parler d'Alain Mabankou, écrivain africain aujourd'hui. Il a lancé le concept de la révolution du bassin du Congo. Chers amis, je pense que c'est un cheval sur lequel nous devons nous appuyer pour que l'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, Brazzaville, le Congo RDC, soit peut-être le fer de lance de cette révolution pour que les choses changent. J'ai bon espoir parce que l'aspiration à la démocratie, l'aspiration à la liberté est fondamentale. Elle est en nous. On a beau la contraindre, on a beau la limiter, nous finirons par la prendre, cette liberté, et j'ai bon espoir. Je vous remercie. Merci au docteur Jean-Noël Mabiala pour ce déclarage qui dépasse les langues gabonais et qui nous permet aussi de voir que ce que nous vivons au Gabon, ce n'est pas un fait isolé et qui appelle aussi au panafricanisme dans ce combat parce que nos frères à côté au Congo vivent quasiment la même réalité. La politesse aurait voulu qu'on ouvre cette conférence par la dame parce que la galanterie aurait aimé que le docteur Laurence Don, qui a entendu, non seulement à cause de l'éclat de ses prestations médiatiques tout au long de ce processus électoral, mais aussi parce que on ne va pas se leurrer, le sceau de la République gabonaise, c'est la femme. Et la femme a un rôle fondamental à jouer. La femme, au-delà des foyers, au-delà de l'enseignement, au-delà de l'éducation, la femme aussi a un rôle politique. Et on ne va pas se leurrer, cette année, la révélation de ce processus électoral est, à n'en point douter, Madame Laurence Don, qui est porte-parole du président de la République élu, M. Jean-Ping. Pourquoi terminer par elle? Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le modus operandi. Parce que le ministre a fait un état des lieux de ce qui s'est passé. Le docteur a ouvert la dimension panafricaine, mais autant que nous sommes, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que la question, l'épicentre de cette question sera, on ne peut plus répondu par le docteur Laurence Don. Merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, je vais me lever comme je ne suis pas très grande en me voyant. Voilà.
Comme ça, tout le monde me voit. Donc, je voulais dire bonjour à tout le monde. Merci d'être là. On s'excuse pour le retard. On n'a pas su gérer le temps. On était là depuis 17 heures. On n'a pas su à quel moment venir. Et puis, on a eu des bouchons qu'on n'attendait pas. Donc, vraiment, désolé de vous avoir fait attendre. Donc, nous sommes là pour parler de choses éminemment importantes. Nous parlons de nos pays. Nous parlons de leur gestion. Nous parlons, on a beaucoup parlé des présidents, des dictateurs. Mais nous sommes aussi en train de parler de démocratie. Et quand on parle de démocratie, en fait, on parle d'abord d'un peuple. On parle du peuple. Je fais partie d'une coalition internationale qui s'appelle Tournons la page. C'est une coalition qui milite pour l'alternance démocratique au pouvoir en Afrique, particulièrement. Vous avez certainement entendu parler du ballet citoyen au Burkina Faso. Ils sont membres de Tournons la page. Il y a plusieurs mouvements comme ça. Il y en a marre au Sénégal, Tournons la page. Et donc, depuis des années, nous travaillons pour arriver à l'alternance démocratique. Et j'ai pu mener une certaine réflexion par rapport à cela. Je me suis rendu compte que quand on parle de la définition même de la démocratie, c'est le pouvoir détenu ou contrôlé par le peuple. Le peuple est au centre de la démocratie. Mais on se rend compte qu'en réalité, ce qui se passe dans nos pays, c'est que le peuple est une véritable abstraction. Le peuple n'existe pas. On a des personnes qui sont au pouvoir. Elles sont arrivées là. Si on remonte un peu sur un plan historique, nous venons de la colonisation. Et les présidents que nous avons eus étaient la continuité de la colonisation. Ils n'étaient pas là dans un premier temps pour le bien-être des populations. Ils étaient là pour assurer la continuité du système qui profitait aux colons. Et nous avons hérité de cela. Mais malheureusement, à un moment donné, on ne peut pas toujours accuser la colonisation parce que nous avons eu des personnes qui ont été à l'école, qui se sont appropriées les institutions chez nous, mais qui malheureusement, qu'est-ce qu'elles ont fait de ces institutions? Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Quand on regarde les fondements de la démocratie, on nous dit qu'il y a la liberté des individus, la règle de la majorité, il faut des institutions, des pouvoirs séparés, législatifs, exécutifs, judiciaires. On nous parle de consulter le peuple par des élections, par des référendums. On nous parle de la pluralité des partis politiques, de l'indépendance de la justice. Franchement, en apparence, le Gabon a tout ça. On a une cour constitutionnelle, on a tout ça. Est-ce que pour autant le Gabon est un État démocratique? Et c'est là qu'on voit un peu le double langage de certaines personnes de la communauté internationale qui est un peu horripilant parce que ils disent oui, référez-vous à votre cour constitutionnelle. C'est une institution. Mais on y est allé, mais on sait très bien que cette cour ne dit pas le droit. Et on se rend compte que le cas du Gabon, c'est un échec cuisant et un simulacre des institutions démocratiques et républicaines. Nous vivons dans un simulacre permanent. Tout est fait dans les apparences. Pendant des années, les rapports rédigés sur le Gabon étaient à chaque fois falsifiés. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, le Gabon a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. Le Gabon a ratifié la CEDEF en 1981. Et après la ratification de la CEDEF, normalement, au bout de 5 ans, il faut, enfin, quand on a ratifié une convention, quelle qu'elle soit, au bout de 5 ans, tous les 5 ans, il faut faire un rapport pour rendre compte aux Nations Unies de la mise en œuvre de cette convention. Sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au moment où le premier rapport sur la mise en œuvre de la CEDEF a été rédigé et envoyé aux Nations Unies, lorsque le rapport est arrivé auprès de l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, il a récupéré le rapport et il a réécrit un rapport dans son bureau. Et dans ce rapport, la condition de la femme gabonaise était la meilleure dans le meilleur des mondes. Il n'y avait aucun problème. Alors qu'aujourd'hui même encore, il y a quelques années, nous avions réalisé l'étude socio-juridique du statut de la femme gabonaise. Quand on compare le code civil gabonais, le code pénal, même le code du travail, il y a encore énormément de discrimination à l'égard des femmes. Énormément. Une jeune fille peut être mariée à l'âge de 16 ans, sous l'autorisation des parents.
alors que le Gabon a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant, qui dit qu'on est enfant jusqu'à 18 ans. Donc, autoriser le mariage à 16 ans, c'est autoriser le mariage d'un enfant, d'un mineur, et donc c'est un détournement de mineur. Et nous avons des contradictions comme ça. Si on prend par exemple le cas de l'adultère, un adultère chez une femme peut être prouvé à partir de photos. Mais pour qu'une femme accuse son mari d'adultère, il faut qu'elle le prenne par constat d'huissier en flagrant délit. Et sur le lit conjugal. Non. Il faut qu'elle trouve le mari en flagrant délit sur le lit conjugal et qu'elle le fasse constater par un huissier. Donc elle va leur dire, attendez-moi, je vais chercher l'huissier, on arrive. Bon, ça c'est pour faire rire un tout petit peu, mais voilà, juste pour dire que depuis longtemps le Gabon travaille la façade. Soit on n'envoie pas les chiffres, soit on envoie des faux chiffres. Pourquoi? Parce que le peuple est une véritable abstraction. Parce qu'en fait le peuple, il ne s'en soucie pas. Le peuple, il s'en fiche éperdument. Ils sont là pour eux. Ils sont là pour se pavaner. Et je pense que la révolution que nous connaissons actuellement au Gabon, c'est que nous avons choisi de leur rappeler qu'il y a un peuple. Nous avons fait le choix de leur rappeler qu'il y a un peuple. Nous ne pouvons pas avoir des institutions démocratiques fiables si le peuple ne reprend pas toute sa place. Ce ne sera pas possible. Dans mon livre, j'ai écrit, lorsqu'on est conscient que l'on vit dans un pays démocratique, que le pouvoir vient du consentement des gouvernés, on ne saurait être ni exclusif, ni aveugle, ni même sourd à l'égard de ces derniers. Mais si on a le sentiment qu'il suffit de le désirer pour rester au pouvoir, indépendamment de ce que pense et veut le peuple, on peut faire preuve d'arrogance, de suffisance et d'entêtement. Un juge américain disait, c'est la certitude de la sanction qui dissuade du crime. Si ceux qui ont le pouvoir dans le pays n'ont pas la certitude que le peuple peut les sanctionner en le leur retirant simplement, pourquoi vont-ils se battre pour le satisfaire vraiment? Au Gabon, l'alternance au pouvoir devient inéluctable pour la survie du pays. Certains militants du Parti démocratique gabonais, notamment ceux que j'ai côtoyés, se comportent comme si ce parti sera au pouvoir au Gabon ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour eux, le Parti démocratique gabonais gagne les élections de facto. En fait, pas qu'ils ne les gagnent pas. Qu'ils aillent en campagne, qu'ils n'aillent pas en campagne, qu'ils fassent des efforts, qu'ils n'en fassent pas, leur parti est déclaré vainqueur de toute forme d'élection. Législative, locale, présidentielle. Donc, quel est l'intérêt du peuple là-dedans? Le peuple, on s'en fiche. Le peuple n'existe pas. Donc, on va développer tout un système qui est basé sur le clientélisme. Donc, les quelques-uns qui vont venir faire la courbette, qui vont chanter les éloges, qui vont crier « Oyez plus haut que les autres », vont essayer d'exister, mais la grande majorité du peuple n'existe pas. Nous n'existons pas pour eux. Il n'y a qu'à voir certaines manifestations qui sont organisées. On a vu depuis, nous les résistants, nous marchons à Paris depuis 7 semaines maintenant. Qu'est-ce que le PDG a fait? Les supporters d'Ali, ils ont voulu organiser une marche. Mais si les Gabonais ne répondent pas présents, qu'est-ce que les Gabonais représentent pour eux? Ils payent des étrangers qui viennent marcher. Et même mercenaires. Ils prennent des mercenaires. Le samedi qui a suivi leur marche, parce qu'ils avaient marché un dimanche, nous on marche le samedi. Lorsque nous sommes arrivés sur le Trocadéro, il y a des jeunes, tous les petits vendeurs à la sauvette, ils sont venus nous voir. Moi j'étais là. Ils m'ont dit, madame, c'est le Gabon? On a dit oui. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui? Ah bon? Il n'y a pas 50 € la semaine dernière, il y avait. Ah bon? Avec le drapeau à l'envers. Et donc, quand on parle de la définition de la démocratie, c'est la première chose que je voulais nous faire remarquer, qu'il n'y a pas de démocratie si on ne donne pas au peuple toute sa place. Si on ne fait pas les choses parce qu'on réalise qu'il y a un peuple à satisfaire.
que le pays ne nous appartient pas, qu'on n'est pas là que pour nous-mêmes. Et c'est pour cela que sur la couverture de ce livre, on a fait cette image où on voit un Gabon à moitié. Et dans ce Gabon à moitié, on voit un visage à moitié. Parce que le Gabon n'est pas ce qu'il devrait être. Et dans ce Gabon, les Gabonais ne sont pas ce qu'ils devraient être non plus. Et il y a un cadenas sur un œil. Parce que ceux qui gouvernent, de par leur malgouvernance, ils ont cadenassé l'avenir des Gabonais. On ne peut pas penser à un avenir si on n'a pas la capacité de rêver. Et le premier rêve que l'on doit avoir, c'est au moins de pouvoir vivre l'alternance démocratique dans son pays. Parce que si aujourd'hui les choses vont mal, ce qui nous permet de tenir, c'est parce qu'on a un espoir que demain ça ira mieux. Donc cet espoir, ce rêve d'un lendemain meilleur nous permet d'être forts aujourd'hui. Mais si on nous enlève ce rêve que demain ça ira mieux, et qu'on se retrouve dans le « on va encore faire comment ?» nous n'avons donc plus d'avenir. Nous n'avons plus d'avenir. Nous n'avons plus aucun espoir. Et c'est pour cela que je me réjouis de ce que le docteur Madiala a partagé, et c'est la dernière chose sur laquelle je vais m'arrêter. Pour que les choses puissent changer, il faut que nous puissions nous engager. Il faut que notre engagement soit plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans ce livre, je parle de placer les populations et les valeurs au cœur de l'action politique. Parce que ce sont les deux choses qui nous ont fait défaut. Et ils n'ont pas mis la population là où elle doit être. Et on a complètement mis toute forme de valeur de côté. Aujourd'hui au Gabon, on assiste à une déperdition des valeurs sans nom. Ce n'est pas possible. Je me demande dans quel pays vivent nos enfants. Quand on voit des pères, des mères de famille, parce qu'ils sont membres du gouvernement, pratiquer le mensonge, ça veut dire que le mensonge est devenu quasiment leur seconde nature. C'est devenu leur seconde nature. Ils mentent de façon effrontée et hontée à la face du monde. Ça pose un problème. Quel pays on va construire avec ce genre de personnes? Tout est bâti sur le vol, tout est bâti sur le mensonge, tout est bâti sur le faux. Ali Bongo va mettre plus d'argent dans la communication, ça veut dire qu'il va donner 300 millions à Jeune Afrique tous les mois pour que Jeune Afrique lui fabrique une image, alors qu'il lui suffisait avec ces 300 millions de nous construire vraiment des écoles. Et il n'aurait pas besoin de faire semblant. Parce que le peuple gabonais n'est pas une abstraction. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, le peuple n'est pas une abstraction, le peuple est un acteur concret qui a des aspirations légitimes. Le peuple gabonais a des aspirations légitimes comme tous les peuples, les mêmes aspirations qui ont mené à la Révolution française. Le peuple français le peuple gabonais veut être nourri correctement, logé correctement, soigné correctement, vivre dans un environnement sain. Est-ce que vous imaginez que dans nos écoles au Gabon, pour parler de l'école, que je connais un peu, est-ce que vous savez que nos enfants n'ont même pas de sanitaire dans les écoles? De la maternelle à l'université, il n'y a pas de toilettes décentes. Je ne parle même pas encore des salles de classe, parce que tout ça, c'est pas possible. En 2016, je considère que dans ce contexte, c'est faire injure aux Gabonais que de vouloir faire croire aux Gabonais qu'ils ont voté ces gens-là. C'est nous traiter c'est nous prendre pour des malades. Et ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que nous nous sommes levés. Et nous leur avons dit que si pendant longtemps vous nous avez appelés les chiens, parce que toutes les grèves qui ont eu lieu au Gabon, les grévistes n'ont jamais eu raison. Vous vous plaignez parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe, on vous coupe les salaires. Vous vous plaignez parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas les hôpitaux, on vous coupe les salaires. Vous vous plaignez et à chaque fois, les crises n'ont jamais été résolues. Les enseignants se plaignent, on achète les leaders syndicaux. À l'université, on achète les leaders syndicaux, la grève s'arrête. On a passé le temps à colmater comme ça, mais on n'a jamais réglé les problèmes dans le fond.
tout était toujours dans la superficialité parce qu'il faut faire genre. Parce qu'il fallait donner une image. Mais à un moment donné, ça ne tient plus. Aujourd'hui, au Gabon, tous les indicateurs sociaux sont au rouge. Tous. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, je n'ose même pas imaginer ce que le Gabon sera. En 2016, nous avons le système éducatif qui a le rendement le plus faible au monde. Je ne parle pas de l'Afrique. Quand vous lisez le rapport de la Banque mondiale sur la croissance et l'emploi au Gabon de 2013, il est écrit ceci, je cite, le taux de redoublement au Gabon est le double de la moyenne africaine et il est le plus élevé au monde pour tous les pays pour lesquels cette statistique existe. Nous avons un taux de redoublement de 40% en moyenne. Et là, les 40%, c'est parce qu'on prend la moyenne nationale. Parce que vous savez que dans les villages, on a moins d'enfants que dans les villes. Donc, si on le considère uniquement dans les villes, c'est grave. D'après l'enquête démographique et de santé de 2012, réalisée sous Ali, sur 100 filles qui rentrent au CP, seules 10 atteignent ou achèvent les études supérieures. Chez les garçons, c'est 16. Achève ou atteigne. Et on connaît les statistiques. Quand on dit achève ou atteigne, c'était pour gonfler le nombre en fait. Non, parce que là, on a mélangé deux données. Mais si on désagrège et qu'on regarde ceux qui atteignent et ceux qui achèvent, on va tomber à moins de 10. Mais nous sommes dans le siècle de la reconnaissance. Nous sommes dans le siècle